Bonsoir à tous. Merci pour votre présence ce soir pour cette troisième session des Semaines de l'installation. Aujourd'hui, nous allons parler de comment gérer notre quotidien de libéral et entrepreneur. Je vais commencer par me présenter. Moi, je suis Anna Boctor, je suis pédiatre. Je suis la première vice-présidente et la trésorière de Jeunes Médecins. Jeunes Médecins, c'est un syndicat qui représente tous les médecins, toutes les spécialités et modes d'exercice, donc aussi bien hospitaliers que libéraux. Le cœur de notre activité, c'est de représenter notre profession et de la défendre auprès des plus hautes instances. Et aussi, on aimerait mettre à votre service différents services dans un esprit d'entraide. Et donc, on a toujours besoin de plus d'adhérents pour nous donner plus de moyens et de force pour peser sur la scène politique, pour mieux défendre nos intérêts et vous offrir encore plus de services. Donc, n'hésitez pas à adhérer sur le site de Jeunes Médecins, c'est gratuit. Donc, j'enchaîne maintenant pour cette soirée. Je commence par remercier déjà tous les partenaires qui nous ont aidés à organiser les semaines de l'installation. Donc, Stan, Compta Santé, le Crédit Agricole et Elsan qui nous accueillent ce soir. Donc, je vais laisser les différents intervenants se présenter au fil de l'eau pendant notre présentation. Et nous allons commencer par ouvrir le bal avec Maître Cornélie Durleman, qui est l'avocate de Jeunes Médecins et qui va vous parler des différentes problématiques qu'on peut rencontrer pendant notre exercice libéral et lever les barrières qu'il peut y avoir avec cette précieuse profession qu'est avocat. Merci Anna, bonsoir à tous. Donc effectivement, je suis avocate en... Est-ce que... J'ai remis le micro, donc là, normalement, vous devrez m'entendre. Oh, c'est bon. Parfait, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait centrer cette intervention sur deux problématiques que vous allez être vraisemblablement amenés à rencontrer, qui sont les cas où votre responsabilité peut être engagée en tant que médecin libéral et aussi les cas où vous allez pouvoir être face à des patients agressifs et comment faire, comment réagir, que faire dans ces situations. Je vais présenter ces deux situations et puis à la suite de quoi vous pourrez poser des questions, évidemment, si vous en avez. Sur la responsabilité des médecins libéraux, ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes des professionnels, donc évidemment, votre responsabilité peut être actionnée, mais vous êtes tenu à ce qu'on appelle une obligation de moyens et non pas une obligation de résultat. Et pourquoi la distinction est importante? Parce qu'en fait, on ne va pas savoir si vous avez fait une faute par rapport au résultat. Est-ce que le patient est guéri? Est-ce que le traitement a fonctionné? Et ainsi de suite. Mais plutôt, est-ce que vous avez mis tout en œuvre? Est-ce que vous avez exercé toutes vos compétences pour essayer d'atteindre ce résultat? Il y a certaines exceptions où le résultat est attendu et si vous n'atteignez pas ce résultat, il peut y avoir une faute de votre part. C'est les exceptions qu'on a mises sur le slide, donc en matière de stérilisation, d'appareil médical et d'asepsie. Comme vous avez une obligation de moyens, pour initier votre responsabilité, il faut prouver que vous ayez fait une faute. Et cette faute, elle peut être démontrée de deux manières, soit une faute scientifique. Donc une faute scientifique, comme le nom l'indique, ça va être vraiment, il y a eu un manquement aux techniques, à ce qui est attendu de vous, ou une faute d'humanisme, c'est plutôt là le devoir de conseil, le devoir d'information, les diligences requises, donc bonne constitution du dossier médical, suivi du patient, etc. Une fois qu'on a dit ça, il faut également prouver que votre patient ait subi un préjudice. Vous pouvez avoir fait une faute et au final, votre patient n'a subi aucun dommage. Donc là, il ne peut pas actionner votre responsabilité. Il peut éventuellement actionner votre responsabilité pénale, on verra ça après, mais il ne peut pas en tout cas vous demander réparation d'un préjudice puisqu'il n'en a pas subi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un dommage peut mener à plusieurs préjudices. Donc là, on vous a donné l'exemple de la perte d'un œil qui conduit à plusieurs préjudices. Tous ces préjudices vont être chiffrés et démontrés, alors soit si vous êtes en cours de conciliation devant un conciliateur ou devant le juge, et vous allez potentiellement devoir réparer ces préjudices. Mais en droit français, on n'a pas des dommages et intérêts punitifs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous condamner à payer plus que les dommages qui ont été subis à votre patient. Et c'est une précision vraiment importante par rapport, par exemple, au droit aux États-Unis, où on sait que les dommages et intérêts peuvent atteindre des sommes colossales.
Donc ça, c'est le lien de causalité, c'est simplement le fait que le préjudice doit vraiment avoir été causé par votre faute. Il y a également la responsabilité pénale. J'imagine que vous en avez entendu parler, on vous a donné quelques exemples. C'est encore une autre responsabilité qui peut être actionnée en plus de la réparation du préjudice. Et là, c'est plutôt en fait le fait de répondre devant la société des infractions qui ont été commises. Donc, on vous donne quelques exemples. Il y en a d'autres. Mais c'est une procédure pénale avec une instruction et avec à la fin éventuellement un renvoi devant le tribunal compétent. Et aussi, dans votre situation, comme vous êtes une profession réglementée, vous avez la responsabilité disciplinaire. Et cette responsabilité disciplinaire, en fait, c'est le fait d'être jugé par ses pairs sur des manquements à la déontologie qui peuvent aller de l'avertissement jusqu'à la radiation. Donc, on a un panel de sanctions à la proportionnalité plus ou moins variée. Et en fonction des faits, on va voir quelles sanctions dont vous pouvez être passible. Là, on vous a un peu détaillé la procédure. Vous, ce qui est important de retenir, c'est simplement que en cas d'engagement de la responsabilité disciplinaire, vous allez recevoir la plainte par écrit et que vous aurez évidemment, et c'est très important, la possibilité d'y répondre. D'y répondre par écrit, mais également la possibilité d'y répondre lors d'une audience. C'est une procédure qu'on appelle contradictoire parce que chacune des parties peut présenter ses arguments. Il y a également, peut-être certains d'entre vous l'ont déjà vécu, ce qu'on appelle les expertises médicales. Donc là, c'est le cas, donc tout à l'heure je vous disais, on peut réparer seulement les préjudices. Et en fait, c'est le cas où il y a tellement de préjudices qui apparaissent en plus un peu successivement dans le temps, qu'il faut nommer un expert pour dire tel préjudice a été causé par tel fait et tel préjudice peut se chiffrer à tant d'euros. Le juge n'est pas vraiment compétent en matière médicale et donc il préfère renvoyer ça à une expertise médicale. Les expertises médicales, ça peut être assez long, assez pesant et c'est aussi très important de se faire accompagner juridiquement dès cette étape en fait. Parce que justement, c'est cette expertise qui va conditionner par la suite ce que votre patient pourrait réclamer de vous. Alors, donc ça dresse un portrait peut-être un peu catastrophique de tout ce qui peut vous arriver. Heureusement, comme je vous le disais, c'est une obligation de moyens et votre devoir, c'est de prouver que vous avez tout fait dans les règles. Donc déjà, de prouver que vous avez rempli votre devoir d'information, que vous avez mis en demeure, mis en capacité le patient réellement de comprendre son traitement, en lui présentant notamment un bilan avantage-coût. Donc cette preuve, vous pouvez la rapporter par tous les moyens, en disant, bah voilà, j'ai eu des entretiens, j'ai discuté avec des confrères, j'ai renvoyé mes indications à son médecin traitant, le dossier médical il est très complet et ça permet de prouver que justement au niveau du devoir d'information, vous avez bien accompli les diligences qui sont attendues. Il y a quelques cas où ce devoir d'information n'est pas attendu, c'est évidemment les cas d'urgence. Les cas d'urgence, c'est lorsque la personne n'est plus en capacité de s'exprimer. À partir de ce moment-là, les obligations qui pèsent sur vous par rapport au devoir d'information sont moins importantes. Et puis, il y a l'information du patient mineur. Ça, c'est important. C'est que dès qu'il est apte à exprimer sa volonté, il faut quand même rechercher son consentement. Son consentement n'est pas obligatoire, mais il faut le rechercher. Et ensuite, on vous a montré des actes usuels et des actes non usuels. Les actes usuels, c'est celui où l'accord d'un seul des représentants légal est nécessaire, donc les soins obligatoires, les soins courants et les soins habituels. Et les actes non usuels, c'est celui où l'accord des deux parents est nécessaire. Toujours dans la question des bons réflexes, je reviens sur le dossier médical parce qu'il est vraiment, vraiment très important. Alors, c'est de la paperasse, mais il faut quand même essayer de le remplir au maximum. C'est expliquer quels actes vous avez réalisés, expliquer comment la consultation s'est déroulée et quel a été son contenu, mettre dans le dossier médical tous les résultats des examens et également tous les échanges avec les autres praticiens. Et puis, si vous avez d'autres éléments à mettre dans le dossier médical, évidemment, vous pouvez les mettre. Mais rien que ça va vous permettre de montrer que, justement, vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour éviter éventuellement le préjudice qui a été causé à votre patient. Les certificats médicaux sont également très importants. Donc là, on vous rappelle sur cette slide les différents attendus en matière de certificat médical.
Donc évidemment, l'identification du médecin, l'identification du patient, la datation, la date du certificat, et bien rappeler que c'est les faits médicaux qui sont constatés de manière objective et tout ce que votre patient vous raconte, il faut préciser que c'est votre patient qui vous le dit. Typiquement, dans les faits de burn-out ou de harcèlement moraux qui ont mené à des états de grande fatigue, votre patient va vous déclarer certaines choses par rapport à sa situation. Là, vous, objectivement, vous ne pouvez pas le constater. Vous êtes obligé de dire, le patient déclare avoir subi telle et telle chose, être très fatigué à son travail depuis tant et tant de jours, et ainsi de suite. Et vous devez en garder une copie. Ensuite, vous devez le délivrer un nom propre au patient et vous ne devez pas le remettre à un autre médecin, sauf évidemment si votre patient est d'accord. Donc, que faire en cas de mise en cause par un patient? Vous pouvez essayer de lui en parler directement, vous pouvez contacter votre ordre. De manière générale, je vous recommande quand même de contacter votre ordre le plus possible dès que vous avez des problèmes avec des patients. Contactez également votre assurance parce que c'est elle qui va prendre en charge éventuellement les frais d'avocat. Et puis, si ça en arrive devant les tribunaux, se faire accompagner. Ça, c'était pour la première partie. Et pour passer donc sur une seconde partie différente, mais qui peut arriver et qui arrive plus que ce qu'on croit, c'est des violences subies par des médecins. On commence un peu à en parler de tout ce qui va être les agressions en fait, des médecins libéraux par leurs patients dans leur cabinet. Les médecins qui restent jusqu'à tard le soir ou même pendant la journée et en fait des patients qui n'en peuvent plus ou pour des raisons X ou Y choisissent de s'en prendre à leur médecin. Il y a l'Observatoire de la sécurité des médecins qui dresse un constat que vous voyez sur les slides. On voit que ça concerne grosso modo aussi bien les hommes que les femmes, que c'est majoritairement des agressions du patient et que ça prend souvent la forme que le fait d'avoir un secrétariat n'empêche pas les agressions. L'état des lieux, ça montre un peu que souvent les médecins ne réagissent pas et que pour autant, il y a quand même des agressions verbales et des menaces. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce genre de cas? Vous pouvez porter plainte. Ou déposer une main courante auprès du commissariat parce que ça va permettre, de garder une trace écrite de ce qui s'est passé et vous, de contrôler le narratif de ce qui s'est passé, ce qui est très important. Vous ne savez pas ce que votre patient peut faire par la suite. Et puis également, tout de suite saisir votre ordre pour qu'il vous apporte soit des conseils juridiques ou même un soutien moral parce que ça peut être des expériences vraiment traumatisantes. Et si c'est un patient que vous devez revoir, n'hésitez pas hésiter à se décharger de sa prise en charge en le prévenant par écrit et en mettant un double de la lettre à l'ordre pour le prévenir également. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur ces deux points. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des précisions que vous aimeriez avoir par rapport à ces points. Merci beaucoup, Maître Corneille Durand. Et effectivement, nous attendons vos questions. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Alors, il y a une question sur le chat. Donc, comment choisir son avocat et entrer en contact avec lui, Corneille? Alors, comment choisir son avocat? Vous êtes une spécialité, enfin, vous exercez dans un domaine très spécialisé. Et donc, je vous recommande vraiment très fortement de prendre des avocats spécialisés en droit de la santé. Pour savoir quel avocat spécialisé en droit de la santé, parce qu'il y en a quand même un certain nombre, vous pouvez déjà demander à des confrères avec quel avocat ils ont déjà eu contact et avec qui ça s'est bien passé. Le bouche à oreille est vraiment important. Également, vous pouvez aller faire des recherches Google, parce qu'aujourd'hui, tous les avocats, on a un site internet et on présente nos actions. Et à travers le site internet, à travers ce qui a été posté, à travers éventuellement des vidéos, des podcasts même qui ont pu être faits, vous pouvez déjà avoir une idée du champ d'activité de l'avocat. Certains, vos assurances peuvent vous conseiller des avocats et vos assurances peuvent vous conseiller des avocats. Simplement, il se trouve que c'est des avocats pas toujours spécialisés dans votre domaine de spécialité, enfin pas toujours spécialisés en droit de la santé. Typiquement, on va vous conseiller un avocat en droit social alors qu'il n'a jamais fait de droit de la santé. Et ça peut ne pas être le plus pertinent. Donc, ne pas hésiter à prendre le temps d'aller choisir vous-même votre avocat et ensuite de voir comment ça se déroule avec lui. Le plus simple, je pense, une fois qu'on vous a conseillé quelqu'un, c'est de le contacter, de lui. Personnellement, j'aime bien que mes clients me contactent par mail parce que dès le début, je sais un peu quelle est leur problématique, je sais si je peux y répondre et si je ne peux pas y répondre,
les conseiller vers un avocat de mon réseau qui pourra justement répondre à leurs problématiques. Merci beaucoup, Corneille. Nous avons une deuxième question sur le chat de la part de Luc Surjoux. Alors, dans le cadre des prescriptions de médicaments hors AMM, est-ce qu'il suffit d'écrire une information précise dans le dossier du patient pour tracer ça et avoir des recommandations, enfin des publications internationales pour justifier une prescription? Est-ce que ça suffit pour nous protéger en cas d'effet indésirable grave sur un traitement prescrit hors AMM? Bah, c'est déjà des éléments attendus en fait. C'est déjà des éléments attendus. Est-ce que ça suffit? Après, ça va dépendre des situations. Ça va dépendre des situations. Là, tout de suite, j'aurais tendance à dire que oui. Mais on ne peut pas non plus exclure le cas où, pour cette situation-là, ça ne suffirait pas. L'important, c'est vraiment de prouver que, en fait, vous avez mis en possibilité le patient de comprendre ce qui lui est arrivé, de comprendre qu'est-ce qui allait se passer avec ce médicament. Merci beaucoup, Corneille. Alors, vous savez, j'en profite pour vous le dire, si vous avez des questions d'ordre juridique beaucoup plus précises, ou même de manière générale, vous pouvez les poser sur notre site internet à notre service juridique qui se fera un plaisir de vous répondre, et bien évidemment en ayant adhéré auparavant. Mais nous avons tout à fait l'habitude de répondre à vos questions sur le plan juridique. Est-ce que vous avez d'autres questions avant d'enchaîner sur la suite de la présentation? Alors, j'en profite pour te remercier à nouveau, Corneille. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, nous allons continuer. Donc là, je vais vous parler de la Sécu et des règles de remboursement de la Sécu. Ah, il y a une autre question, pardon, qui concerne les soins usuels. Donc, de la part de Luc, toujours. Je suis pédopsychiatre et j'ai l'habitude de demander systématiquement l'avis des deux parents pour tout soin. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que c'est une très bonne idée. Enfin, voilà, on ne pourra jamais vous le reprocher. Et oui, c'est vraiment une bonne chose. Alors, je continue. Donc, je vais en profiter pour cette petite présentation très courte pour vous rappeler des règles de base un peu pour la Sécu et les nuls, pour les nuls. Alors, les règles de tarification donc, et de remboursement, donc ça va être l'objet de ma présentation. Qu'est-ce que le reste à charge et les différentes conventions, du coup, comment ça fonctionne, et les compléments d'honoraires qu'on peut avoir, nous, pour notre activité. Et enfin, je vais conclure avec les modalités d'envoi des feuilles de soins. Donc, c'est pour vous rappeler un petit peu les règles. Normalement, pour n'importe quel acte, la Sécu rembourse 70% de sa base de remboursement, moins 1 euro de ticket modérateur. Donc, nous avons un reste à charge pour le patient en général de 30% plus 1 euro pour les actes de manière générale, donc les consultations ou les actes techniques. Sauf certaines exceptions. Quand on est C2S, donc l'ancien CMU, ou AME, aide médicale d'État, ou en ALD. Donc l'ALD permet de ne pas avoir de reste à charge pour le patient sur la base de remboursement Sécu. Donc d'avoir un ticket modérateur qui est pris en charge par la Sécu. Voilà. Il y a certaines situations aussi, pour les enfants de moins de 18 ans, les femmes enceintes après 6 mois et jusqu'à 12 jours en postpartum, et donc du coup les C2S AME. Voilà. Donc si vous n'avez pas de médecin traitant, par contre, après l'âge de 16 ans, pour des parcours hors parcours de soins, donc par exemple, vous allez consulter une spécialité comme par exemple un cardiologue sans courrier de votre médecin généraliste en dehors des urgences, là vous êtes hors parcours de soins. Et dans ce cas-là, la Sécu ne rembourse que 30% de la base de remboursement. Donc les spécialistes qu'on peut voir en accès direct, donc on ne les considère pas hors parcours de soins, c'est le gynéco, l'ophtalmo, le psychiatre, le neuropsychiatre pour les 16-25 ans et le stomato, et bien sûr le pédiatre aussi. Donc le reste à charge pour le patient. Le ticket modérateur, donc le reste à charge pour les patients, ça s'appelle comme ça. Les mutuelles le remboursent plus ou moins en fonction du contrat que les patients ont souscrit. Et donc, effectivement, en général, quand vous regardez les contrats de mutuelle, le contrat de base, où il y a écrit 100% de la base de remboursement de la sécurité sociale, en réalité, il ne rembourse que le ticket modérateur. Il ne rembourse pas de dépassement d'honoraires. Voilà, c'est ça qu'il faut bien savoir. Les remboursements de dépassement d'honoraires, c'est en fonction du contrat qu'on a souscrit avec la mutuelle. En général, on paye des cotisations plus élevées. Donc,
Pour rappel, encore une fois, la CPAM elle prend en charge le ticket modérateur à 100% si le patient est 100% ALD ou C2S ou ALD. Maintenant, je vais enchaîner sur les différentes conventions. Donc, la première convention la plus connue, c'est le secteur 1. Le secteur 1, c'est les tarifs qui sont fixés par la convention avec la Sécu. Alors, j'en profite pour vous dire que, vous savez, les tarifs de conventionnement de la Sécu, les tarifs des différents actes, sont négociés avec les syndicats médicaux représentatifs des médecins libéraux tous les 5 ans. C'est ce que vous entendez, hein, les négociations conventionnelles. Donc, c'est une négociation qu'il y a entre les syndicats de médecins libéraux représentatifs et la caisse d'assurance maladie pour fixer les tarifs des différentes cotations. En secteur 1, on applique ces tarifs de manière stricte. On ne peut pas faire de dépassement, sauf exception. Les dépassements d'honoraires exceptionnels, c'est sur demande particulière du patient, par exemple, lié au lieu ou à l'horaire. Une exigence d'horaire, par exemple tardif, ou de lieu, donc de visite à domicile, exigée par le patient. Pour les médecins en secteur 1, en contrepartie d'avoir des tarifs plafonnés, la Sécu prend en charge une très grande partie des cotisations à l'URSSAF et à la CAMF. Donc les charges sociales des médecins en secteur 1 sont beaucoup moins élevées qu'en secteur 2 parce qu'ils sont pris en charge en très grande partie par la sécurité sociale. Un peu comme une récompense, une contrepartie. En secteur 2, donc, c'est des honoraires libres. Donc, le médecin peut fixer ses honoraires avec tact et mesure et donc faire des dépassements d'honoraires par rapport aux bases de remboursement de la sécurité sociale. Par contre, en secteur 2, on est tenu à appliquer un tarif opposable dans certaines situations, notamment quand la régulation du centre 15 nous adresse un patient dans les cas où, quand il est adressé par son médecin traitant, dans les 48 heures, donc dans un contexte d'urgence bien défini. Là, on ne peut qu'appliquer le tarif opposable, on ne peut pas faire de dépassement de honoraires. Par rapport à ça, il n'y a pas du tout de prise en charge des cotisations sociales par la CPAM. Donc, entre guillemets, on paye les cotisations sociales à l'URSSAF et à la CAMF, plein pot en secteur 2. Pour pouvoir accéder au secteur 2, il faut avoir été ancien CCA ou assistant, donc d'avoir fait les 2 ans d'assistanat ou de clinica, être PH à 100% donc après l'année probatoire, ou PH à 50-90% depuis plus de 5 ans, donc au moins 5 ans, et un docteur junior. Il faut savoir, hein, quand on est des docteurs juniors, ça équivaut à une année d'assistanat. Les congés maternité et paternité, c'est assez nouveau, sont pris en compte dans la limite de 6 mois, donc après un an de CCA. Et les congés maladie aussi rémunérés dans la limite de 30 jours. Ils sont comptabilisés en fait pour, entre guillemets, l'ancienneté de assistanat ou clinica. Le secteur de Optam ou Optamco, qu'est-ce que c'est? C'est un intermédiaire. En fait, c'est un contrat qu'on signe avec l'assurance maladie pour s'engager à limiter les dépassements d'honoraires. Donc, c'est des dépassements d'honoraires qui sont calculés en fonction de la moyenne régionale de notre spécialité, en pourcentage de dépassement d'honoraires, et on demande de remplir donc 2 volets. Le premier volet, c'est de faire un certain nombre d'actes au tarif opposable, donc typiquement sans dépassement d'honoraires, par exemple pour les C2S, par exemple pour les situations d'urgence, ou même de ne pas faire de dépassement d'honoraires. Il y a certains actes médicaux où on ne peut pas faire de dépassement d'honoraires. Par exemple, en pédiatrie, hein, je vous donne un exemple, les consultations obligatoires de l'enfant, il y a certaines consultations obligatoires à certains âges de la vie où on doit les faire à tarif opposable. Donc, on s'engage à faire une certaine quantité d'actes au tarif opposable. Et le deuxième volet, c'est de maîtriser les dépassements d'honoraires, donc calés sur la moyenne régionale de notre spécialité. Voilà. Donc, c'est un contrat qu'on fait tous les ans et qui est reconduit tacitement tous les ans. C'est un contrat qu'on signe avec la Sécu. Tous les ans, la Sécu nous envoie un courrier pour nous dire, bah voilà, vous avez rempli vos objectifs sur les 2 volets ou pas. Et la contrepartie, la carotte, si je puis dire, c'est d'avoir un meilleur remboursement donc, des patients pour certains actes, parce qu'il faut dire qu'il y a certains actes pour les patients où ils ont une base de remboursement sécu qui est plus élevée. Il y a des choses qu'on peut se permettre de rajouter et de coter quand on est Optam. Et aussi d'avoir une partie de prise en charge des cotisations sociales. Donc ça, c'est au prorata de l'objectif atteint sur les 2 volets. Si on a atteint pleinement les objectifs, ils nous prennent en charge une grande partie de nos cotisations sociales. Je répondrai à vos questions du coup à la fin de la présentation, ne vous en faites pas.
Donc, je continue. Le secteur 3, c'est le secteur qui n'est pas conventionné à la Sécu, avec la Sécu. Donc, on se déconventionne de la Sécu. Donc, les honoraires sont libres. Donc, c'est le médecin qui les fixe librement, bon, un peu comme le secteur 2. Hein. Enfin, les médecins mettent toujours du tact et de la mesure pour fixer leurs honoraires. Mais il faut savoir que la base de remboursement est quasi inexistante. Hein. C'est entre 0,43 et 1,22 €. Alors, je vais en profiter pour répondre à la question. Donc, comment connaître le pourcentage de dépassement d'honoraires pour sa région ou sa spécialité? C'est la Sécu qui vous le fournit au moment où vous signez le contrat Optam. Alors, comment ça se passe concrètement? Vous avez, quand vous venez de vous installer, la visite d'un ce qu'on appelle un DAM, donc un délégué de l'assurance maladie, qui va venir forcément, quand vous êtes en secteur 2, vous parler de l'Optam, parce qu'ils sont chargés de vous vendre ce contrat. Donc, ils vont vous en parler en détail et ils vont évidemment faire un focus sur, plus en détail, hein, sur les différents volets donc, que vous devez remplir et donc vous donner effectivement le pourcentage de dépassement d'honoraires dans votre spécialité dans votre région. J'espère que je réponds à la question. Donc je continue la présentation donc, sur les compléments d'honoraires qu'on peut avoir par rapport aux cotations des actes. Alors, vous avez sûrement entendu parler des ROSP, donc c'est la rémunération sur objectif de santé publique. C'est la mise en place de forfaits que la Sécu va vous verser tous les ans en contrepartie d'atteinte d'objectifs que la Sécu va fixer. Et c'est pareil, ces objectifs sont définis au moment des négociations conventionnelles, dont je vous parlais tous les 5 ans. Donc la Sécu va vous fixer des objectifs à atteindre, donc un peu comme un training. Donc il faut que vous remplissiez ces objectifs, cocher des cases, et en contrepartie, la Sécu vous verse une indemnité annuelle. Et donc parmi ces différents objectifs, il y a les ROS, donc les rémunérations sur objectifs de santé publique. Donc par exemple, si vous avez beaucoup de patients où vous êtes le médecin traitant, donc plus vous en avez, plus vous serez rémunéré. Des indicateurs de santé publique et de maladies chroniques en fonction de certaines spécialités. Et ça concerne principalement donc, les médecins généralistes, les pédiatres, les endocrino-diabétos, typiquement pour le suivi du diabète, les cardios, par exemple pour le suivi de l'HTA, et les gastro. Voilà. Un deuxième volet, c'est le forfait structure. Ça, c'est plutôt un forfait qui concerne votre équipement et la modernisation de votre cabinet, mais aussi votre capacité à vous coordonner avec d'autres professionnels du soin, soit des professionnels médicaux ou paramédicaux. Et ça, c'est pareil, vous avez la description de ces différents volets, enfin des différents objectifs à atteindre sur Amélie Pro, quand vous aurez votre espace Amélie Pro, c'est tout détaillé. Il y a aussi un autre volet qui concerne l'intéressement à la prescription de médicaments biosimilaires. C'est une petite niche, hein. Ça concerne peu de spécialités, mais votre capacité à prescrire certains médicaments biosimilaires, donc moins onéreux pour la Sécu, et donc en contrepartie, vous avez une rémunération de la Sécu. Il y a enfin la permanence des soins. Si vous participez à des permanences des soins, donc en établissement de santé ou bien en ambulatoire, là c'est pareil, la Sécu vous verse des indemnités par rapport à cette permanence des soins. Alors, je vais terminer sur les modalités d'envoi des feuilles de soins. Donc, il faut savoir plusieurs petites choses. La Sécu vous encourage vivement à envoyer des feuilles de soins électroniques. Évidemment, c'est beaucoup moins chronophage pour vous et pour le patient et pour la Sécu. Donc, tout le monde est gagnant. La feuille de soins électronique, vous l'envoyez très souvent avec votre logiciel. Ça, on l'avait vu lors d'une précédente session avec David qui vous a présenté les différents logiciels et les différentes possibilités. Donc, normalement, c'est très fluide et très facile. Vous remplissez votre feuille de soins électronique directement sur votre logiciel en face de votre patient. Et à la fin, vous envoyez l'ensemble de vos feuilles de soins. Moi, je vous encourage à les envoyer à la fin de votre journée, tous les jours, hein, à la Sécu. Et en général, par exemple, si vous faites un tiers payant, la Sécu vous reverse donc le tiers payant hein, dans les 48 heures. Elle est quand même assez réactive et s'est beaucoup améliorée sur ce point. En fonction des logiciels, vous avez des retours. Si par exemple, vous avez eu un rejet de feuille de soins, en fonction des logiciels, ils vous le font savoir plus ou moins. Et la Sécu envoie encore parfois des courriers postaux ou des mails pour vous dire que vos feuilles de soins ont été rejetées. Alors, donc ça, c'est valable, la feuille de soins électronique, si la carte vitale est à jour, votre patient. Voilà. Et si la carte vitale de votre patient est absente ou pas à jour, vous avez plusieurs modalités pour tout de même envoyer une feuille de soins électronique. Pareil, avec votre logiciel, vous pouvez retrouver le patient juste avec son numéro d'identification de Sécu, ou bien avec sa carte vitale qui n'est pas à jour. Il retrouve votre patient et vous pouvez envoyer ce qu'on appelle une feuille de soins en mode dégradé.
Et là, la Sécu va vous demander un justificatif à envoyer en général par voie postale. Mais maintenant, ça va passer parce qu'il y a un nouveau dispositif qui s'appelle SCORE qui vous permettra d'envoyer des feuilles de soins, enfin des justificatifs par voie dématérialisée sur des sites spécifiques ou bien directement avec votre logiciel. Mais n'oubliez pas cette partie d'envoi des justificatifs parce que la Sécu ne vous loupe pas en général là-dessus et vous demande des justificatifs, sinon ils vont vous demander de rembourser les tiers payants que vous avez fait. Donc, je vous encourage vivement à échanger avec votre délégué d'assurance maladie. Vous en avez forcément un sur votre secteur et qui prendra contact avec vous. Et aussi, vous avez tous les détails de ce que je vous ai expliqué sur le site de Amélie. Ça se trouve très facilement. Donc maintenant, je vais répondre à vos questions. Donc oui, je n'ai pas parlé des compléments d'honoraires. Les compléments d'honoraires, effectivement, si c'est ce que je veux dire par complément d'honoraires, c'est tout ce qui est forfait, donc avec les ROSP, le forfait structure, la permanence des soins et la prescription de médicaments biosimilaires pour certaines niches. Voilà. Donc le forfait structure moderne. Alors, est-ce que je peux développer conditions d'éligibilité? Alors, dans le détail, ça va être un peu trop lourd à vous développer là ce soir, mais je vous donne un exemple. Par exemple, si vous, dans le forfait structure, si vous avez un matériel pour faire de la téléconsultation, ça fait partie des choses qui sont prises en charge par ce forfait. Donc, vous aurez, par exemple, quand vous cochez cette case, du coup, une somme d'argent qui correspond à cette case. Et donc ça, la déclaration des différentes cases à cocher, ça se fait directement sur votre portail Amélie Pro. Vous vous connectez sur votre compte. Vous pouvez vous connecter avec un mot de passe et votre identifiant ou directement avec votre carte CPS. Et vous avez, c'est très intuitif, hein, vous avez tout une page dessus où vous cochez directement les cases et tout est détaillé. Donc, je vous ai donné l'exemple de la téléconsultation, par exemple. Il y a aussi un exemple de logiciel médical qui est compatible avec le Ségur de la santé. Donc, ça, c'est pareil, faut avoir un logiciel qui correspond à ça. Donc, ça, vous pouvez cocher la case. Si, par exemple, vous faites partie d'une CPTS, d'une MSP, ça, c'est l'exercice coordonné. Tout ça, c'est des cases que vous pouvez cocher et qui sont détaillées sur le site Amélie. J'espère que j'ai répondu à cette question. Donc, choisir son secteur. Comment choisir son secteur? Alors, ça, c'est très important parce qu'effectivement, vous ne pouvez plus changer après. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. Donc, choisir son secteur, déjà, vous n'avez pas forcément le choix. Si vous n'avez pas été ancien assistant au CCA ou PH à 100% ou même à temps partiel depuis plus de 5 ans, vous ne pouvez pas prétendre au secteur 2. Si vous pouvez prétendre au secteur 2, bah, effectivement, c'est à vous de voir, ça dépend de votre spécialité des honoraires que vous allez fixer. Si vous avez des honoraires qui sont à peine plus élevés que le secteur 1, ça ne vaut peut-être pas le coup de vous mettre en secteur 2 et de payer des charges plus de 2 fois plus élevées que le secteur 1. Donc ça dépend. Je vais vous donner un exemple tout bête, hein, mais ça tient à ma région. Moi, j'exerce à côté de Nice. On n'est pas très loin de Monaco. Monaco a sa propre sécu. Il y a énormément de patients qui consultent en France avec la sécu monégasque. Les tarifs de la sécu monégasque sont nettement plus élevés qu'en France. C'est plus avantageux. Donc, il y a beaucoup de médecins qui s'installent en secteur 1 autour de Monaco et qui payent les charges du secteur 1. Voilà. Donc, c'est des choses qu'il faut discuter avec vos collègues déjà installés dans le secteur. Alors, les actes hors nomenclature, ça, on en parlera un peu plus tard. La cotation des actes en tant que telle, on en parlera un peu plus tard avec la personne qui est responsable du DIM chez Elsan. Oui, le délégué d'assurance maladie peut vous aider dans le choix du secteur, bien sûr. Moi, je vous encourage toujours vivement à échanger avec votre dame et aussi à regarder sur le site Amélie parce que ça regorge d'informations qui clairement peuvent vous aider dans le choix de votre secteur. Effectivement, ça peut être territorial, il y a beaucoup de choses qui peuvent jouer. Oui, en principe, 1 an de docteur junior et 1 an d'assistanat dans un autre service valide le secteur de oui. Beaucoup de questions, c'est bien. Alors, bah, du coup, je vais continuer. Je vais vous parler un peu de l'assistant médical parce que c'est quand même avec plaisir. C'est quand même une notion qui est un petit peu, qui est assez comment dire, à la mode actuellement et très promue par le gouvernement. Donc l'assistant médical, je vais vous dire pourquoi ça peut être intéressant d'en avoir un, quelles sont les aides de l'État
et quelles sont les contreparties et les prérequis pour bénéficier des aides de l'État pour avoir un assistant médical. Donc, pourquoi un assistant médical? En gros, ça nous permet de gagner du temps médical pour faire de la médecine de la vraie et pas s'embourber dans la paperasse, l'administratif, répondre au téléphone, voilà, faire peser les patients, les mesurer, etc. Ça, c'est vraiment un rôle qu'on peut déléguer et pour nous concentrer plus sur le soin. Donc, on peut donner des missions administratives à l'assistant médical, mais pas que. On peut aussi lui donner des missions de préparation et de déroulement de la consultation, mais aussi d'organisation et de coordination des soins avec nos autres professionnels de santé. Donc, c'est à vous, c'est quelque chose d'individuel, c'est à vous de définir les tâches de votre assistant médical en fonction de votre activité, et c'est à vous de réfléchir de manière posée comment optimiser votre temps, et donc distribuer les tâches et déléguer des tâches à l'assistant médical. Donc ça, vous êtes libre de le faire. Les aides financières de l'État, elles sont annuelles et pérennes. Donc attention, parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent encore sur ça. On pensait que c'est que sur 3 ans. Non, non, c'est pérenne. Simplement, les 3 premières années peuvent être décisives sur le montant de l'indemnité qui va nous être versée. Elle est versée en une fois sur l'année, jusqu'à la 3e année, puis elle est versée en 2 fois, en fonction des objectifs à atteindre. Parce qu'attention, on n'a pas cette aide de manière gratuite. Il faut être médecin en secteur 1 ou en secteur 2 optal. Ça veut dire que les médecins en secteur 2 ne peuvent pas bénéficier de l'aide financière de l'État pour avoir un assistant médical. Cette aide est modulée en fonction de la patientèle de départ du médecin et du temps de travail de l'assistant médical. Si par exemple on a un assistant médical à mi-temps ou un assistant médical à plein temps, évidemment on n'aura pas la même aide de l'État. Ça concerne toutes les spécialités, sauf les radiologues, les radiothérapeutes, les stomatologues, les anesthésistes, les anapathes et les médecins nucléaires. Ne me demandez pas pourquoi. C'est des spécialités trop techniques et donc ils ne bénéficient pas des aides de l'État pour ça. Les chirurgiens peuvent en bénéficier si leurs honoraires issus des actes de la CCAM représentent moins de 20% de leurs honoraires totaux. Donc il y a vraiment des prérequis qui sont très spécifiques. Donc pour vous donner une idée, voilà le dernier tableau, dernière négociation conventionnelle, donc, au règlement arbitral en l'occurrence, qui ont été négociées. Donc, pour vous donner un exemple, vous voyez, la première année, si vous avez un assistant à temps plein, vous avez 36 000 € annuels de l'État versés pour vous aider à l'employer. S'il a à mi-temps, 18 000 € du coup. Et vous voyez, la deuxième année, c'est un peu moins élevé. C'est 13 500 versus 27 000 € à temps plein. Et la troisième année, puis les suivantes, parce que c'est pérenne, c'est aussi un peu moins élevé, mais du coup, ce sera en vitesse de croisière 21 000 € annuels si vous avez un assistant médical à temps plein. Vous avez quand même un montant majoré si vous avez un nombre de patients voilà, en médecin traitant situé sur le haut du panier par rapport à vos confrères. Donc si vous partez avec une patientèle de départ très élevée, eh bien on va vous donner un montant majoré, entre guillemets, pour vous récompenser, parce que vous avez déjà beaucoup de travail. Et pour les médecins qui ont une patientèle qui se situe au-delà du percentile 95, donc par rapport aux autres confrères du territoire, eux, ils ont le montant majoré d'emblée et pérenne. Donc les prérequis. Pour les médecins généralistes, il faut qu'ils aient au moins 775 patients médecins traitants. Ou bien une patientèle qui est au-dessus du 30... non, c'est pas ou bien, c'est une patientèle qui est au-dessus du 30e percentile de la distribution nationale, les médecins généralistes, adultes et enfants confondus. Pour les autres spé, on va raisonner en file active. Il faut que le nombre de patients en file active soit supérieur au 30e percentile au niveau national. Les contreparties. Il faut augmenter sa file active. Forcément, la Sécu, elle attend de nous d'être, entre guillemets, plus productifs si on a délégué des tâches qu'on ne fait plus. Donc, ils attendent de nous d'augmenter la file active ou la patientèle médecin traitant. C'est des objectifs qui sont individualisés en fonction de votre nombre de patients initial. Et plus la patientèle est importante, moins on va vous demander de faire des efforts pour l'augmenter. Alors, les 2 premières années, il n'y a pas de vérification de la Sécu. Elle vous verse les aides. Mais à partir de la 3e année, là, c'est pour ça qu'ils vous versent en 2 fois, ils vont vérifier si vous remplissez les objectifs et ils vont moduler leurs aides en fonction de l'atteinte des objectifs. C'est suivi par les délégués d'assurance maladie. Donc, je vous ai donné un exemple là, c'est un peu, voilà. Vous avez un simulateur
sur le site de Amélie, où vous pouvez rentrer donc, votre spécialité et votre nombre de patients, soit médecin traitant, soit file active de départ. Et il vous simulera le nombre de patients, enfin, quantité qu'il faut augmenter de patients attendus pour espérer avoir l'aide à mi-temps ou à temps plein de la Sécu. C'est un simulateur assez facile d'accès. Donc, qui on peut recruter comme assistant médical? En réalité, il n'y a pas de critères, ni de compétences attendues, mais c'est vous qui allez définir qui vous allez recruter. Vous êtes assez libre pour trouver la bonne personne pour être assistant médical. Je ne veux pas dire que n'importe qui peut être assistant médical, mais faites attention à qui vous choisissez, mais il n'y a pas de prérequis particulier. Il faut tout de même avoir une formation spécifique en alternance, c'est-à-dire que l'assistant médical que vous embauchez s'engage à faire une formation spécifique en alternance, ouverte à la VAE, et aussi ça respecte les conventions collectives des personnels des cabinets médicaux. Donc il faudrait, c'est un engagement, que cette personne s'engage à obtenir le certificat de qualification professionnelle dans les 3 ans. Donc il a 3 ans pour avoir ce certificat et se former spécifiquement au métier d'assistant médical. Ou bien une attestation de formation à l'emploi dans les organisations de gestion administrative d'un cabinet médical pour certaines professions. Par exemple, si vous embauchez une IDE ou une auxiliaire ou de puériculture ou un aide-soignant qui sont déjà dans le soin, eux, entre guillemets, ils ont une sorte de passerelle. C'est un peu plus simple. Donc, il faut connaître tout de même que les assistants médicaux sont soumis au droit du travail et à la convention collective des personnels de cabinets médicaux. Il faut cotiser à l'URSSAF et pour les congés maternité, maladie et licenciement, hein, c'est comme tous les employés. Mais il y a aussi des groupements d'employeurs qui peuvent faire ce travail pour vous et prendre en charge ce genre de choses pour vous en échange d'une cotisation. Voilà. Donc, j'ai terminé cette partie de présentation sur l'assistant médical. Donc, il y a une question, Optamco peut avoir assistant médical? Oui. Donc, pour avoir un assistant médical, comme je vous l'avais expliqué, c'est ouvert aux médecins en secteur 1 ou en secteur Optamco, effectivement. Vous pouvez avoir un assistant médical, pas en secteur 2. Est-ce que vous avez d'autres questions au sujet de l'assistant médical? Alors, je vais laisser la parole maintenant aux intervenants du groupe Elsan. Je vais laisser la parole à Madame Laure Comar, qui est la directrice du DIM chez Elsan, qui va vous parler du codage et des cotations. Je vous laisse vous présenter. Oui, bonsoir à tous. Donc, mon nom est Laure Comar. Je suis médecin de santé publique, directrice de l'information médicale du groupe Elsan. Et effectivement, le principal de mes missions tourne autour du PMSI, de la T2A, du codage des dossiers, de leur facturation et de l'utilisation des données du PMSI. Et c'est à ce titre qu'on m'a demandé de parler des cotations. C'est la suivante, ça c'est la présentation du voilà. Donc, la cotation se fait par le biais de deux nomenclatures, une très ancienne, la NGAP, la nomenclature générale des professionnels. Cette NGAP est un système qui permet de coter et de facturer des actes cliniques médicaux et paramédicaux, qui concernent donc les médecins, les chirurgiens dentistes, les sages-femmes, les officiers médicaux. Et ils permettent de coter les actes sous forme de cotation que vous connaissez, C, CS, K, AMI pour les infirmières, SF pour les sages-femmes. Ce sont donc des cotations banalisées, peu médicalisées, mais qui correspondent à des tarifs. Il y a une vingtaine d'années maintenant, cette NGAP a été complétée d'une autre nomenclature, la CCM, la classification commune des actes médicaux, qui, elle, recense, décrit les actes techniques médicaux, et donc elle concerne les médecins, les chirurgiens dentistes et les sages-femmes. Elle regroupe tout un tas d'actes diagnostiques et thérapeutiques, dont les actes de radiologie et les actes d'anapathie. Cette classification CCM, elle permet plusieurs choses. Elle permet d'abord, en milieu hospitalier ou en libéral, de facturer les actes techniques lors des consultations. Donc, elle vous permet de déterminer vos honoraires quand vous faites un acte technique ou une consultation. Elle permet aussi d'établir le seuil de l'exonération du ticket modérateur quand un patient est hospitalisé. Quand un patient est hospitalisé pour un acte coûteux, un acte qui dépasse 120 €, il est exonéré du ticket modérateur. Il a une participation forfaitaire de 24 € à payer
pour son séjour. Cette CCM, elle sert à calculer les honoraires des médecins libéraux qui travaillent dans les établissements privés, dans l'utilisation de leurs patients. Et puis, elle sert, dans le cadre du PMSI, la T2A, elle sert à compléter le codage des diagnostics des dossiers des patients pour établir leur facturation. On voit mal le petit bout de vignette en vendant la CCM, mais les codes qui décrivent les actes sont composés de 4 lettres et 3 chiffres, et c'est très structuré. Chaque code a une signification. La première lettre du code désigne le grand appareil anatomique, un appareil digestif, neurologique, etc. La seconde lettre précise l'organe ou la fonction dans ce grand appareil anatomique. La troisième, l'action effectuée, et la quatrième, la voie d'abord. Et par exemple, l'acte d'appendicectomie par abord de la fosse iliaque, ce code HHFA001, donc H pour appareil digestif, le deuxième H pour l'appendice, et F et A décrivent le fait que c'est une ablation par voie chirurgicale. Ensuite, vous avez le code, le libellé, la description exacte de l'acte, quelques commentaires d'inclusion et d'exclusion, et vous avez 2 tarifs qui s'affichent à côté. Le premier, c'est celui qui est la base de remboursement pour les praticiens qui sont en secteur 1 ou adhérents Optum ou Optum Pro. Et la deuxième colonne, les montants qui sont à côté, déterminent le tarif des praticiens, plus exactement le montant opposable applicable par les praticiens hors secteur 1 ou hors adhérents Optum Pro. Dans le cadre de l'exemple que j'avais pris, l'appendicectomie par rapport de la fosse iliaque, le tarif est le même en secteur 1 ou hors secteur 1, il est de 176,79 €. Et sur la deuxième ligne s'affiche le tarif de l'anesthésiste qui endort le patient pour ce type d'intervention. La CCM se regroupe, est très structurée. Elle est détaillée dans une arborescence avec 19 chapitres. Le système nerveux, œil, oreille, appareil circulatoire, etc., etc. Et le second niveau sépare les actes diagnostiques et thérapeutiques et les différents appareils. Diapo suivante, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, dans les DIM de nos établissements, on essaye d'aider au mieux les chirurgiens et les anesthésistes à coder leurs actes. On leur remet un petit document pour leur donner les principales règles. J'ai pioché dedans quelques pavés. Dans les règles très importantes de la CCM, la première règle, c'est la notion d'acte global. Normalement, on doit utiliser, quand on fait une intervention, un acte CCM. Et en tout cas, il y a des règles très claires qui disent que si dans le même temps, on fait un acte diagnostique et l'acte thérapeutique, seul l'acte thérapeutique est codé. On ne détaille pas toutes les actions faites dans l'acte, on ne code pas la voie d'abord, et puis les différents actes qui sont effectués. C'est véritablement la notion d'acte global qui est décrite. Il y a quand même quelques actes complémentaires ou supplémentaires qui peuvent être codés en plus de l'acte principal. Et surtout, les associations sont tout de même autorisées. C'est-à-dire que si on réalise 2 actes véritablement différents pendant une intervention, on peut les coder tous les 2 avec des règles d'additivité. La règle principale, c'est le premier acte codé ou facturé à 100%, le deuxième à 50%, et le troisième n'est pas facturé. Il y a quelques exceptions où le deuxième acte est codé à 75% et des très rares exceptions où on peut coder plus de 2 actes. Diapo suivante, s'il vous plaît. Concernant les anesthésistes, la règle, c'est qu'on peut coder une anesthésie, on peut facturer une anesthésie générale ou loco-régionale si elle est administrée par inhalation, par injection ou en infiltration d'une racine, d'un plexus ou d'un tronc nerveux, à condition que le médecin ayant réalisé l'anesthésie ne soit pas le médecin qui réalise l'acte. Vous êtes anesthésiste, vous posez un cathé ou une chambre implantable, vous ne pouvez pas, même si c'est vous qui anesthésiez le patient, vous ne pouvez pas coter l'anesthésie et l'acte de pose de cathé. Il faut que ce soit 2 praticiens différents. Comme pour les chirurgiens, il y a des possibilités
d'ajouter des cotations de richesse complémentaires ou supplémentaires. Le code pour la plupart des actes est le même que celui du chirurgien. Dans la CCM, il y a l'activité 1 qui détermine le tarif du chirurgien et l'activité 4 qui détermine le tarif de l'anesthésie. Dans les suppléments, dans les actes qu'on peut coder en plus, il y a par exemple le guidage orthographique et ça n'est possible que si dans le libellé de l'acte, il est bien prévu que le guidage orthographique s'applique. Dans les autres règles qu'il faut vraiment garder en tête, donc l'acte global, c'est une première règle. La deuxième règle, c'est qu'il n'y a pas de codage par assimilation. Si dans la CCM, vous ne trouvez pas exactement l'acte que vous avez réalisé, si vous voulez utiliser une technique qui n'est pas encore décrite dans la CCLM, vous n'avez pas le droit de coder par assimilation, de dire ben, cet acte-là, il ressemble à peu près à ce que je vais faire. Il y a une question qui a été posée sur les actes hors nomenclature. Si un acte n'est pas décrit à la CCM, il est considéré comme hors nomenclature. Vous avez le droit de le réaliser. Si vous pensez qu'il respecte, il a suffisamment été éprouvé pour ne pas relever de la recherche. En revanche, il n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Il y a des actes aussi dans la CCM qui sont décrits, qui existent, mais indiqués comme non pris en charge, sans tarif sécu. Et là, c'est une autre situation d'acte hors nomenclature. Et dans les deux cas, si vous voulez pratiquer un de ces actes-là, vous devez proposer un devis au patient. En résumé, deux nomenclatures pour coder ces actes. Ces deux nomenclatures évoluent très régulièrement. Elles sont consultables sur Internet donc avec leur dernière version. Les règles d'application sont loin d'être simples, mais pourtant, il faut les maîtriser. Donc, c'est malheureusement indispensable d'avoir balayé au moins une fois ces nomenclatures. Et dans les petites ficelles, il y a un site qui s'appelle Edocodage qui permet d'aller, qui est souvent une bonne aide pour aller trouver un accès simple qu'on a du mal à trouver. Et la plupart une autre solution, c'est de se faire un thésaurus, se faire une bonne fois pour toutes la liste des codes qu'on utilise, qu'on a utilisés, pour ne pas avoir à plonger dans ce gros bouquin qu'est la CC. Voilà, je suis à votre disposition, bien sûr, pour répondre à vos questions si vous en avez. Je vous remercie. Merci beaucoup, Laure Comard, pour cette présentation très complète sur les règles de cotation. Donc, je me permets, en attendant d'avoir des questions, un petit commentaire. Effectivement, vous voyez qu'il y a certaines règles qui peuvent sembler, qui peuvent être injustes, comme par exemple le fait de ne pas pouvoir, dans la plupart des cas, associer un acte de consultation avec un acte technique, ou bien lorsqu'on associe plusieurs actes techniques, il y a entre guillemets un tarif dégressif comme dans les soldes. Et c'est simplement pour vous dire que voilà, le rôle des syndicats, c'est aussi de faire changer ces règles lors des négociations conventionnelles. Donc c'est pour ça aussi qu'on a besoin de vous pour peser et pour faire changer ces règles-là. J'en profite aussi pour vous dire et pour vous encourager vivement à bien maîtriser ces règles de cotation, à bien maîtriser les cotations par spécialité, parce que vous avez aussi sur le site d'Amélie, toujours, des classifications des cotations par spécialité, donc celles qui reviennent le plus souvent dans vos spécialités à vous, pour que vous puissiez donc bien les maîtriser et optimiser vos cotations, parce que lorsqu'on ne sait pas bien coter, ça représente un manque à gagner qui n'est pas négligeable sur vos honoraires, et c'est très dommage. Donc, il y a une question. Donc, certains logiciels en clinique font le calcul des cotations d'actes automatiquement. En effet, j'ai notamment vu le cas du codage de multiples actes. Seuls 2 étaient comptabilisés, mais tous les actes complémentaires associés, donc plus de 2, étaient comptabilisés. Est-ce une faille ou une erreur? Alors, dans la réglementation des cotations, mais je vais laisser Laure Comard répondre à la question. Je pense qu'elle y répondra beaucoup mieux que moi. Alors là encore, c'est vraiment complexe. En fait, dans les actes avec 4Y, il y a des actes complémentaires et des actes supplémentaires. Les actes supplémentaires sont facturables en plus. Les actes complémentaires, eux, ne sont facturables qu'à concurrence de deux actes. Voilà. Donc, est-ce qu'il faut faire systématiquement confiance aux logiciels qui font les cotations? Je dirais par défaut, non. Il ne faut pas leur faire confiance. Maintenant, il y en a qui appliquent très bien les règles et d'autres qui ne les appliquent pas correctement. Et j'ajouterais à ça que si vous dites oui, mais j'ai un confrère qui fait la même chose
pardon, je vais me dire autrement. Très régulièrement, on vient nous poser des questions où on tombe sur des cotations qui nous paraissent pas conformes. Et on nous répond, oui, mais un tel à tel endroit le fait. Bah ça, malheureusement, c'est pas c'est pas une bonne raison pour le faire. Euh, donc, effectivement, il y a des logiciels qui permettent des cotations qui ne sont pas autorisées. La Sécu paye des dossiers avec des cotations qui ne sont pas autorisées parce qu'il y a des contrôles faits au moment de la liquidation de la Sécu, mais ces contrôles sont en fait relativement imparfaits. Et donc, vous pouvez très bien vous trouver dans une situation où, de toute bonne foi, ou enfin, de toute moins bonne foi, quelqu'un cote très régulièrement des choses qui ne sont pas autorisées et qui s'en mordent les doigts le jour où ils ont un contrôle de la Sécu. Les vrais sont courus Alors, par médecin si on se trouve de cotation. Alors, si vous sous-cotez vos actes, si vous oubliez des cotations, vous ne risquez pas grand-chose et la Sécu ne viendra pas vous dire, vous tapez sur l'épaule en vous disant que vous avez oublié des trucs. Et si vous surcotez, eh bien, pour être très honnête, il pourra peut-être ne rien vous arriver pendant toute votre carrière. Mais le risque, c'est que un contrôle ait lieu. Alors, soit parce que un patient s'est étonné d'une cotation qu'il trouvait bizarre, ça arrive assez régulièrement, hein, qu'un patient regarde son décompte de la Sécu et dit mais je comprends pas. Sur quelqu'un qui connaît les cotations. Donc, soit un contrôle aléatoire, soit un contrôle à la suite d'un signalement. Mais en tout cas, donc, lors d'un contrôle, les médecins de la Sécu sont en droit de consulter tout un tas de dossiers et de remettre en cause les cotations que vous avez réalisées, avec donc à la clé des indus, voire même des pénalités. il y a une question aussi de Florian qui est anesthésiste en chirurgie orthopédique qui demandait sous anesthésie loco-régionale, est-ce qu'il a le droit d'ajouter le code AHQJ028? Donc c'est une question très très spécifique au code de geste activité 4. Est-ce que Alors, vous en tant pouvez répondre? qu'anesthésiste en chirurgie orthopédique, alors le guidage échographique, alors le supplément pour guidage, vous avez mis il faut que ce soit précisé. Alors là, c'est une colle, il faudrait y regarder ce qui est prévu dans la CCM sur ce truc-là. J'ai voir dans la CCM. Pendant que... J'essaye de vous trouver la réponse. Oui, pendant que vous trouvez la réponse, je me permets de rebondir sur quel est le risque par le médecin si on se trompe de cotation. La plupart du temps, on se trompe dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'on se sous-cote. Donc, le risque, c'est qu'il y a un manque à gagner, comme je disais, c'est pour ça que c'est Oui. important de maîtriser les règles. Et si on surcote, effectivement, c'est comme le contrôle fiscal. Hein, tant qu'il n'y a pas de contrôle, du coup, on ne sait pas que vous avez surcoté, et je ne vous encourage pas à le faire. Mais si on vous contrôle et qu'on se rend compte que vous avez coté, et de manière en général assez énorme, des cotations qui n'ont pas lieu d'être, on vous demandera de les rembourser. Hein. C'est ça ce qui se passe. Alors, bien, je ne trouve pas le HQJ. Bon, je continue à chercher, je sais pas la réponse. Je mettrai la réponse dans le chat dès que je la réponse. Merci beaucoup. Enchaîne. Est-ce que vous avez d'autres questions? On peut enchaîner sur l'autre partie de la présentation. Alors, je vais enchaîner du coup. Hein. Alors, je vais introduire Madame Catherine Michel, qui est la directrice du développement médical chez Elsan et qui est responsable des parcours et qui va vous parler de la transformation des pratiques, qui est une opportunité pour les libéraux. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Oui, c'est bon, d'accord. Moi, je suis infirmière de formation et j'ai été longtemps directrice des soins et puis directrice de clinique et donc depuis 5 ans en charge des parcours de soins sur le groupe. L'idée étant, en fait, quand on regarde le fonctionnement de nos établissements, on fonctionne avec des séjours de chirurgie, de médecine, beaucoup à l'acte. Et donc, on s'est dit que on devait être capable de pouvoir proposer aux patients un accompagnement plus long dans sa prise en charge, plus étoffé
accompagner aussi les praticiens, les spécialistes dans la prise en charge des patients. Et donc, on a travaillé sur des parcours de prise en charge qui associent un certain nombre de prises en charge dans le cadre d'une hospitalisation de jour. Et donc, nous avons, pour pouvoir construire ces parcours, pouvoir les coordonner et pouvoir avoir derrière une équipe pluridisciplinaire, eu besoin de créer une fonction de médecin coordonnateur qui n'existait pas jusqu'à maintenant dans nos établissements. Et vous entendrez le témoignage d'un jeune médecin qui est sur une fonction de coordonnateur, hein, de parcours, notamment sur de la cancérologie. Et nous avons eu besoin de ce médecin pour pouvoir bien organiser cette prise en charge dans le cadre de nos hospitalisations de jour, à savoir répondre aux besoins du patient ou à l'adressage d'un chirurgien, en organisant sur une demi-journée une prise en charge personnalisée et spécifique aux besoins du patient. Ce médecin, il a aussi la mission de coordonner les différents intervenants, hein, puisqu'il s'agit d'une prise en charge pluridisciplinaire. Il réalise lui-même une consultation et puis un certain nombre d'actes, et il va assurer donc la synthèse écrite qui permettra ensuite de coder le dossier et pour lui-même de pouvoir facturer son activité. Bien, diapo suivante. Et donc, nous avons travaillé dans les différents domaines que nous connaissons dans les cliniques. Hein, j'en ai mis un certain nombre, que ce soit sur de l'orthopédie, de l'obésité, de la nutrition, de l'insuffisance cardiaque, les problèmes de plaies, l'endométriose, l'obstétrique, la gériatrie. Je crois qu'on a maintenant 27 parcours déployés sur le groupe dans les différentes spécialités, avec l'idée autour d'une prise en charge de moins d'une journée, de pouvoir proposer aux patients à différentes étapes de sa prise en charge des points régulier avec en effet un médecin qui coordonne un certain nombre d'intervenants, médecin en effet qui n'est pas forcément le spécialiste, hein, mais qui peut être un médecin généraliste avec une formation, par exemple, là vous entendrez un médecin qui a un DU de soins palliatifs, mais ça peut être un DU de nutrition par exemple. On a développé cette activité depuis à peu près 5 ans, hein, cette activité d'hospitalisation de jour dans nos cliniques, et on s'aperçoit que c'est très qualitatif pour les patients parce que leur prise en charge est mieux structurée. Des fois, ils n'osent pas poser des questions à un chirurgien, mais dans le cadre d'une hospitalisation de jour, bien, les différents professionnels vont pouvoir répondre aux demandes du patient. Le chirurgien ou le spécialiste est moins seul dans la prise en charge des patients. La clinique s'y retrouve parce que médico-économiquement, elle touche un GHS. Et on peut dire que cette organisation donne satisfaction à l'ensemble des intervenants, que ce soit les professionnels, les médecins, l'établissement et bien sûr les patients. Alors, pour pouvoir, diapo suivant, pour pouvoir organiser cette hospitalisation de jour, eh bien, il y a une réglementation qui existe, qui nous dit que on peut prendre en charge dans ces hospitalisations de jour un certain nombre de patients à partir du moment où on a une autorisation pour le faire, une autorisation de l'ARS, qu'il nous faut un lieu dédié, du personnel dédié, un coordonnateur médical, ça c'est indispensable, et à minima 4 interventions auprès du patient qui seront en effet ensuite coordonnées par ce praticien qui assurera la synthèse de la prise en charge. Voilà pour le côté réglementaire. Là, vous allez donc entendre un de vos confrères qui va donc vous parler de son rôle dans la coordination d'un parcours de cancérologie qui, en fait, on a
travailler avec les oncologues sur le besoin de mieux coordonner la prise en charge des patients, que ce soit en préopératoire avec les besoins pour les chirurgiens d'avoir des patients mieux préparés, notamment pour les aider dans le cadre de la récupération rapide du patient. Puis ensuite, les oncologues nous ont dit que ça serait bien de préparer les patients également lorsqu'ils vont avoir des chimiothérapies. Donc, on a organisé différentes étapes, que ce soit en pré-chimiothérapie, en suivi et en fin de traitement. On y a associé un certain nombre d'intervenants, des guides, des psys, des éducateurs sportifs. Et tout ça est coordonné systématiquement par un praticien que vous allez entendre, qui est sur le poste depuis à peu près une année dans un établissement une clinique MCO. Donc bonjour, enchanté, je suis le docteur Louis Marampion, je suis un médecin généraliste et de soins palliatifs et j'exerce au sein de la clinique de Soyaux depuis maintenant 2 ans dans le service de médecine et d'oncologie. Au sein de ce service, j'exerce 2 fonctions, à la fois la gestion des patients qui sont hospitalisés sur l'oncologie, sur les soins palliatifs, et aussi de la coordination de parcours sur les hospitalisations de jour. Ces hospitalisations de jour, c'est faire venir le patient sur des demi-journées pour qu'il rencontre le médecin d'hospitalisation, qu'il rencontre l'infirmière d'annonce et puis les différents intervenants de soins de support qu'on peut mobiliser, la diététicienne, la psychologue, l'assistante sociale, pour organiser justement une prise en charge globale. Ces demi-journées de consultation, elles sont extrêmement importantes car elles permettent pour nous médecins tout simplement de s'assurer de la compréhension du patient, de reformuler si jamais il y a des informations qui ont été transmises par l'oncologue et qui n'ont pas été comprises. Ça permet aussi de dépister de manière très précoce les fragilités. Et ça passe au travers justement de l'évaluation globale qui est faite avec les autres intervenants et qui permet que si on met en place un plan d'action en regard de ces fragilités, on limite les complications et on fait réellement de la qualité. Et pour moi, le dernier élément qui est majeur dans ces hospitalisations de jour où nous avons le temps, c'est qu'on peut connaître en profondeur le patient, notamment sur le côté psychosocial, qui sont des éléments qui sont complexes, et que lorsqu'on est amené à revoir le patient au décours d'hospitalisation, des cours de chimio, eh bien, on est beaucoup plus efficient, on fait une prise en charge globale, et donc on a une prise en charge qui est de qualité. Et c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup et qui m'a fait venir sur ce poste-là de coordination sur les soins de support oncologiques. Est-ce que je rajoute quelque chose ou pas? Est-ce que vous dites que c'est un poste sur lequel vous aimez travailler, ou vous vous dites je me verrais bien évoluer vers autre chose, ou repartir sur une activité libérale? C'est quoi un peu votre parcours et votre projet? Alors, à l'heure actuelle, j'ai pas du tout envie de changer. C'est un poste qui me convient très bien parce qu'il est riche et il s'articule très bien sur les différentes missions que je vais avoir. La coordination des AGJ de cancéro permettent une efficience dans le service et on arrive à avoir des prises en charge de qualité. Et donc, tant qu'on arrive à maintenir cette qualité-là, tant que j'ai autant de plaisir à travailler, à l'heure actuelle, j'ai pas forcément envie de changer. À terme, peut-être que j'aurais envie d'évoluer, mais à l'heure actuelle, ce n'est pas forcément une nécessité. Et si je dois évoluer, ce serait sur des formations plus spécifiques et en cancérologie ou développer des soins supplémentaires sur le versant soins palliatifs. Vous avez une formation en soins palliatifs? Oui, tout à fait, de 2 ans. D'accord, vous avez fait le DU? Le DU et le DU à la fois sur Limoges et sur Bordeaux. D'accord, et actuellement vous l'utilisez du coup votre... Tous les jours. D'accord, très bien. Parfait, vous n'avez rien à rajouter? Qu'est-ce que vous diriez à un jeune médecin comme vous? Vous lui proposeriez de venir travailler auprès de vous? Sachant que je m'amuse et que j'aime beaucoup le travail que je fais à l'heure actuelle, oui, effectivement, je peux que lui recommander. Après, ce qui est important, c'est de savoir ce qu'il aime, ce qu'il veut faire et ce qui peut être remonté au sein de sa structure. Car ce que j'ai découvert au final, c'est que les cliniques sont beaucoup plus mobiles et peuvent s'adapter beaucoup plus que les centres hospitaliers publics dans lesquels j'avais pu passer. Et que c'est aussi ce dynamisme et cette innovation qui permet d'avoir des postes qui nous conviennent. Et à partir du moment où ça nous convient, on fait du soin de qualité. Et ça, c'est quelque chose qui est précieux et qui fait qu'on travaille bien et pendant longtemps.
Et l'équipe de soins, vous arrivez à les coordonner, diététicienne, psychologue, les personnes qui interviennent auprès du patient. Comment vous gérez ça? La relation se fait très bien. On a un système d'annonce qui passe sur le logiciel qui s'appelle IMED, où on les sollicite. Et après, à partir du moment où ils ont vu les patients, ils nous interpellent très facilement dans les couloirs et ça nous permet d'échanger. Et que ce soit à la fois sur les patients qui sont hospitalisés, mais aussi sur les patients ambulatoires. Et ça, c'est quelque chose qui est très riche parce que même des patients qu'on n'a pas forcément sous la main, on arrive quand même à avoir des nouvelles. Et si jamais la situation commence à se dégrader, on peut agir de manière précoce. Très bien. Bon, ben merci beaucoup. De rien. Alors, merci beaucoup, Catherine Michel, pour votre présentation très complète, qui nous permet d'ouvrir des perspectives pour le médecin libéral et qui nous donne des évolutions possibles dans notre façon de travailler en libéral en collaboration avec des établissements privés. Et merci au docteur Pion, qui est médecin généraliste et spécialisé en soins palliatifs, pour son témoignage. Il n'y a rien de mieux pour illustrer vos propos. Maintenant, je vais laisser la parole à Dorothée Moisy, qui est la directrice innovation de Elsan, pour vous parler des outils digitaux. Je crois qu'il y avait une question. Je ne sais pas si Catherine, tu veux y répondre dans le chat. Oui, pardon. C'est une question, en effet. Alors, le médecin coordinateur doit-il gérer des tâches administratives supplémentaires par rapport à un médecin hospitalier classique? Effectivement, c'est une charge qui peut faire peur. Non, il n'a pas de tâche administrative particulière. Il est vraiment purement médecin. Il est en charge de faire la synthèse, mais ça relève d'une fonction de médecin. Donc, il y a du secrétariat et il y a des intervenants pour organiser les choses. Donc, non, à la limite, je dirais même qu'il y a moins d'administratifs que bien des postes de médecins. Je confirme, je le fais moi-même avec la clinique avec laquelle je suis rattachée et il y a beaucoup moins d'administratifs, c'est trop bien. Je vais prendre la suite. Donc, je m'appelle Dorothée Moisy-Guarin. Je suis directrice innovation pour le groupe Elsan. Donc, le département innovation chez Elsan, on est en charge d'identifier des solutions pour répondre aux besoins des patients, des professionnels de santé, et notamment des médecins et des établissements, avec une logique de test terrain pour vérifier que les innovations répondent bien aux attentes qu'elles formulent. Et dans une logique derrière de structurer des partenariats avec des partenaires, et ce, toujours en étroite collaboration avec les professionnels du terrain impliqués dans ces innovations. On m'a demandé de venir vous présenter quelques illustrations pratiques d'outils digitaux innovants. Et donc, je me suis focalisée sur peut-être 3 exemples qui vont vous parler et qui vont faire aussi suite par rapport à ce que Catherine vous a présenté autour de la coordination entre une équipe de soins et sur l'articulation avec du coup les modalités d'exercice pluridisciplinaires. Donc, je pense qu'on peut passer slide suivante. Le premier dont je voulais vous parler, qui est somme toute peut-être assez trivial, il s'agit ici d'une messagerie instantanée. Entre nous, on va dire que c'est un WhatsApp, mais qui est sécurisé données de santé et qui est professionnel. C'est un outil innovant puisque, en fait, dans nos cliniques, on a beau travailler de manière pluridisciplinaire et en équipe, finalement, les outils de travail collaboratif sont assez récents dans le champ professionnel et encore plus récents dans le champ de la santé, que ça soit en ville ou au sein d'un établissement de santé. Et donc, cet outil est vraiment intéressant pour fluidifier la communication et pour la rendre asynchrone, ce qui évite d'être dérangé par des coups de téléphone intempestifs quand vous êtes en consultation. Donc, j'avais pas de vidéo, mais je vous ai mis quelques verbatim de médecins avec lesquels on travaille, avec lesquels justement on utilise cette solution. Donc ici, il s'agit d'un médecin référent plaie et cicatrisation au sein d'une clinique qui utilise l'outil à la fois pour communiquer en interne, mais aussi avec son réseau de ville
des infirmières ou des médecins généralistes qui suivent des patients atteints de plaies chroniques. Et donc, vraiment, son retour, c'est un gain de temps exceptionnel pour des traités au plus vite. Donc, c'est vraiment que ça lui permet de structurer ses échanges, de les rendre asynchrones et de les traiter, on va dire, voilà, elle prend un temps dédié pour traiter toutes ses réponses. Elle les reçoit tous au sein d'un même canal de communication qui, lui, est sécurisé. Pour vous donner d'autres types d'exemples de ces outils-là, on peut avoir au sein d'une de nos cliniques des discussions entre un service de dialyse et un chirurgien vasculaire qui sont pas dans le même établissement. Ou encore, on a aussi beaucoup de médecins coordonnateurs en HAD qui l'utilisent pour coordonner toute l'équipe de soins et notamment tout ce qui est intervenant à domicile. Donc, c'est vraiment un outil qui trouve aujourd'hui sa réalité pour fluidifier les communications dans vos exercices et qui est innovant dans le fait qu'il est sur du enfin, de la coordination asynchrone avec toute une équipe. Alors, des outils digitaux sur lesquels les usages sont pas encore aussi bien développés, mais qu'on a testé chez Elsan et que maintenant on déploie. Je voulais vous parler de l'intelligence artificielle en imagerie. Donc là, c'est une intelligence artificielle qui permet l'aide à la lecture des radiographies et l'aide au diagnostic de fractures. Donc cet outil, pour vous donner quelques statistiques, il permet d'identifier jusqu'à 97% des fractures. Donc il y a 3% des fractures qui vont être manquées, ce qui est une performance similaire à un radiologue. Avec la différence près qu'en général, il ne rate pas les mêmes fractures. C'est ça qui est intéressant. Donc, si on met l'IA plus le radiologue, on fait un super radiologue. En revanche, nous, ce sur quoi on a décidé de le tester, c'est de mettre cet outil dans la main également des urgentistes qui peuvent être amenés à faire une première lecture des radiographies en attendant le compte-rendu du radiologue qui peut parfois arriver avec pas mal de décalage, surtout en soir et en week-end ou dans des journées d'extrême affluence sur lesquelles le radiologue va avoir à gérer des priorités souvent auprès d'IRM et de scanners. Et donc là, on se rend compte que l'urgentiste, il peut être amené à manquer jusqu'à 21% de fractures, ce qui est logique puisque c'est pas son métier et ce qui est similaire aux statistiques nationales. Et donc, quand on équipe l'urgentiste avec cette intelligence artificielle, et du coup, on arrive à récupérer 18% de ces fractures non détectées. Donc, je vous ai mis là également des témoignages à la fois de l'urgentiste et à la fois des radiologues, puisque finalement, quand on a déployé l'outil, les deux se sont mis à l'utiliser. L'urgentiste, évidemment, pour être rassuré dans la prise en charge de son patient et pouvoir plus facilement le libérer rapidement. Et le radiologue, lui, vraiment, il voit ça comme un outil qui lui permet d'aller plus vite, d'être rassuré dans ses analyses et de pouvoir aussi mieux prioriser son temps d'analyse. Donc, chez Elsan, aujourd'hui, on est en train de le déployer dans 9 de nos sites, à la fois des sites d'urgence et des sites centres d'imagerie. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais sinon, je peux passer au dernier exemple. Le dernier exemple dont je voulais vous parler, il s'agit de la télésurveillance. Alors, les actualités sont très riches à ce sujet-là. Et notamment, depuis le début d'année, cette activité de télémédecine est rentrée dans le droit commun et les remboursements pérennes arrivent pour un certain nombre de spécialités, notamment insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, insuffisance respiratoire, diabète et, on l'espère bientôt, tout ce qui est implanté cardiaque. Nous, chez Elsan, ce qu'on a décidé également de tester, c'est la télésurveillance des patients qui reçoivent un traitement de chimiothérapie. La problématique est la suivante, surtout lorsqu'ils reçoivent de la chimiothérapie orale, ils ont une consultation avec le médecin oncologue qui leur prescrivent, ils vont chercher leur traitement à la pharmacie et après ils se retrouvent à domicile
avec les effets secondaires de ces médicaments et combinés aux effets de la maladie. Et parfois, ils ont du mal à gérer ça, à solliciter au bon moment le médecin. Parfois, ils sursollicitent le médecin. Parfois, au contraire, ils attendent trop tard et se retrouvent aux urgences. Donc, la télémédecine et la télésurveillance, le principe, c'est de leur envoyer un questionnaire de manière hebdomadaire pour les questionner sur les effets secondaires. Ces questionnaires sont traduits en alerte. Ce qu'on a travaillé auprès des ELSAN, c'est l'organisation pour pouvoir gérer ces alertes. Et notamment, les premiers retours qu'on avait, c'est que les médecins se plaignaient d'avoir trop d'alertes, surtout avec des pertinences médicales qui pouvaient être plus ou moins importantes. Et surtout, parfois, c'était des alertes qui avaient attrait à des recommandations qu'ils avaient déjà formulées auprès du patient, mais pour lesquelles le patient n'avait pas forcément intégré l'information ou savait pas forcément que ça s'y référait. Donc, nous, ce qu'on a décidé de mettre, c'est une infirmière qui va jouer un rôle intermédiaire de traiter et de trier les alertes. Souvent, elle est amenée à rappeler le patient pour vérifier que l'alerte correspond bien à ce qu'il a noté, d'une part, et pour aussi prodiguer des premiers conseils qui sont les conseils formulés par le médecin au préalable, mais donc pour les rappeler. Et en fonction des cas, derrière, elle peut être amenée à soit juste informer le médecin, soit plutôt revoir avec lui la prise en charge et coordonner cette prise en charge, donc une consultation ou une hospitalisation si cela le nécessite. Donc ça, le bénéfice d'un point de vue médical, il a été démontré dans plusieurs études à la fois françaises et internationales, qui va jusqu'à du gain de survie. Pour l'équipe opératrice qui inclut bien sûr le médecin, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de qualifier et de tracer les effets indésirables pour une meilleure prise en charge et une prise en charge plus précoce. Et d'un point de vue plus général, ça le permet de se focaliser vraiment sur les patients qui le nécessitent. Et donc là, je vous ai mis le témoignage d'un oncologue médical qui fait partie d'une équipe donc de 3 oncologues pour lesquels aujourd'hui on a inclus plus de 200 patients sous télésurveillance avec un très beau taux d'adhésion des patients. Et donc qui vous explique effectivement comment ça lui permet de mieux détecter les situations à risque et aussi comment ça lui permet de mieux s'appuyer sur les infirmières pour gérer ces effets secondaires. Alors, je vois qu'il y a une question qui est à la fois peut-être pour Laure et pour moi sur tout ce qui est codage de ces interventions et de ces échanges numériques. J'irai pour le premier cas et le troisième cas que je vous ai cela se réfère à des actes de télémédecine. Donc, dans le cas des échanges entre praticiens, ça se rapporte à tout ce qui est acte de télé-expertise, sur lesquels effectivement vous pouvez coder soit en tant que médecin requérant, soit en tant que médecin expert, médecin requis. Et pour ce qui est la dernière présentation, il s'agit d'un acte de télémédecine qui est celui de la télésurveillance, qui est rattaché aux actes et consultations externes. Concernant tout ce qui est intelligence artificielle comme aide au diagnostic médical, ces IA font pas l'objet de codage supplémentaire et sont des outils financés par la clinique au bénéfice des praticiens qui ne font pas du coup l'objet de codage spécifique et donc de chiffre d'affaires additionnel. Je ne sais pas si ça répond bien à votre question. Ah, parfait. Merci beaucoup Dorothée Moisy pour cette présentation très complète. Je vais laisser la parole à Monsieur Christophe Musset qui est présent pour parler de l'environnement et des problématiques de gestion de la taxe carbone dans le milieu des soins. Comité exécutif du groupe et en charge de la direction transformation et immobilier.
Alors, on va parler effectivement de notre responsabilité écologique. Euh, je pense que c'est une évidence, mais autant le rappeler. Notre première préoccupation, c'est de consommer moins. Consommer moins, on s'est inscrit, nous, dans les objectifs du décret tertiaire. Donc, notre objectif, c'est pas d'ici 2030, avoir diminué nos consommations d'électricité de 40%. Voilà, donc ça, c'est notre objectif. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour réduire nos consommations au sein du groupe? Le premier sujet, il tourne autour des blocs. Euh, les blocs, dans un établissement, c'est 40% de la consommation énergétique d'une clinique. Et on met en place ce qu'on appelle des réduits de blocs, je vais en dire un petit peu plus. Et ces réduits de blocs, c'est tout simplement de réduire finalement les paramètres de traitement des centrales de traitement d'air quand les blocs ne sont pas utilisés et occupés. Donc, on va dire surtout la nuit et les week-ends. Et ces actions de réduit de blocs, elles font diminuer les consommations de 50% des blocs. Donc 50% fois 40% de la consommation d'une clinique, on va dire que c'est un enjeu de 20% de réduction des consommations d'électricité. Donc c'est colossal. Alors ce sujet-là, il est très sensible parce que les blocs, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, vous savez beaucoup plus que moi. Mais bien sûr, on a des exigences sanitaires extrêmement importantes. Donc, quand on met en place ces réduits de blocs, on réduit finalement les cycles de traitement d'air, les paramètres de température, etc. pendant les heures de veille. C'est important, en revanche, que le bloc soit de nouveau opérant dans les bonnes conditions à 8 heures du matin lorsqu'on ouvre la salle. Donc, pour arriver à faire ça, ce n'est pas juste un sujet technique. Bien sûr, il y a beaucoup de techniques, parce que derrière tout ça, il faut programmer, il faut mettre ce qu'on appelle de la gestion technique de bâtiment pour faire toutes ces programmations. Mais avant tout, eh bien, il faut embarquer dans le projet nos praticiens, nos cadres de bloc, nos hygiénistes, pour être sûr qu'au-delà de la technique, on sécurise nos patients et qu'on opère dans de bonnes conditions. Voilà, donc ça c'est une priorité. Juste pour donner quand même l'enjeu du sujet pour nous, en 2024, on serait loin d'avoir tout fait, mais c'est quand même plus de 200 salles de bloc qu'on va essayer d'équiper avec ces nouvelles technologies. La deuxième chose qui me semble intéressante de partager avec vous, c'est que Elsan, je pense qu'on a été un peu innovant, mais on est accrédité fournisseur d'électricité et de gaz. Autorisation qu'on a obtenue auprès du ministère de l'écologie. Et cette autorisation, pourquoi on l'a fait? Parce qu'elle nous permet d'avoir, nous, en temps réel, c'est le petit diagramme en bas à gauche, le pilotage de nos consommations d'électricité, mais aussi de gaz. Le gaz, c'est moins en temps réel, mais l'électricité en temps réel. Et en fin de compte, on s'aperçoit que dès qu'on pilote, on s'améliore. On se dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi sur tel établissement, la nuit dernière, on a eu ce pic de consommation, il s'est passé quelque chose de bizarre. Et ça nous permet, nous, de mettre en place ce qu'on a appelé des plans de sobriété, qui sont tout simplement des bonnes pratiques, mais les bonnes pratiques d'usage, elles ont un impact qui est très important. Alors, j'ai mis moins 10%, on n'y est pas aujourd'hui à date, on fait plutôt du moins 5%. Et pourquoi c'est aussi important de se donner ces objectifs de réduction? C'est parce que malheureusement, les effets climatiques nous poussent à plus consommer. Le mois de septembre a été le mois le plus chaud enregistré depuis 1900. Eh bien, c'est peut-être bien pour les week-ends, mais en revanche, d'un point de vue consommation d'électricité, nous on s'est battu pour maintenir, si vous voulez. Et c'est le premier mois où on a fait l'augmentation d'électricité sur l'année. Donc, si on ne met pas toutes ces actions en place, eh bien, en plus, on va se prendre l'impact des effets climatiques. Voilà, donc deux autres exemples. Le photovoltaïque, on va installer ce qu'on appelle des ombrières sur à peu près 80 parkings. Nos premières expériences, c'est que ça donne de l'ordre de 20 à 25% d'autoconsommation. Donc on réduit, on va dire, la consommation, l'approvisionnement en énergie classique de 20 à 25%, et on passe sur une énergie qui est plus verte. Dernier exemple, l'eau. Pour vous donner une idée, la consommation d'eau d'une clinique moyenne du groupe en bouteille de 1 litre, c'est 30 millions. 30 millions par an de consommation.
Donc, on est à 30 000 mètres cubes. Alors, que fait-on? On va équiper nos établissements. On va commencer par les plus gros consommateurs d'eau, à peu près une trentaine d'établissements, de ce qu'on appelle de compteurs intelligents. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a énormément de fuites et de pertes d'eau. Et qu'on s'en aperçoit trop tard. Donc, avec ces nouvelles technologies, on est capable d'avoir des alertes et finalement de mieux maîtriser les consommations et donc de réduire cette consommation. Et bon, bien sûr, vous savez que ça devient une denrée extrêmement rare, surtout dans certaines régions en tension. Donc, c'est extrêmement important pour nous de faire cela. J'avais juste un slide et je pourrais vous donner d'autres exemples de choses qui me paraîtraient intéressantes à partager avec vous. Les réseaux de chaleur urbains. Il est bien évident que dès qu'on a l'opportunité de se connecter à un réseau de chaleur urbain, on le fait, parce que ça, c'est du biogaz. Donc ça, c'est vraiment intéressant de le faire. On regarde le sujet des pompes à chaleur. Alors, l'avantage d'une pompe à chaleur, c'est qu'elle permet de sortir du gaz classique, qui en termes d'empreinte carbone n'est pas bon. Donc on va expérimenter les pompes à chaleur. Et l'impact, enfin, de ce qu'on appelle la gestion technique des bâtiments, qui permet finalement de programmer nos différentes installations pour vraiment optimiser leur usage en termes de plage horaire et de performance. Donc voilà, c'est pour vous donner un petit peu les différentes idées. Et puis, dernier chantier qu'on a ouvert, c'est ce qu'on appelle l'approvisionnement en contrat dit PPA. C'est qu'aujourd'hui, on s'approvisionne de manière assez classique quand on achète notre énergie, principalement en énergie nucléaire. On va regarder l'opportunité, nous, d'acheter un volume à définir, mais peut-être 20% de notre volume en énergie en production dite photovoltaïque. Donc ça va nous prendre un petit peu de temps pour le mettre en œuvre, mais on va aussi essayer d'inscrire dans la durée une part de notre apport d'énergie en photovoltaïque. Voilà pour vous donner quelques exemples. S'il n'y a pas de questions, avez-vous des questions? Avez-vous toujours de l'énergie? Merci Ben, beaucoup, je vous en Christophe prie, je Musset. vous en prie. Merci beaucoup pour votre présentation et qui traite d'un sujet majeur aujourd'hui, qui est la protection de l'environnement, d'autant plus que le secteur du soin est l'un des plus polluants de notre société. Donc, merci de nous donner ces perspectives. Je vais laisser la parole au docteur Martinel, qui est chirurgien orthopédiste à Tarbes et qui va nous parler au travers de sa vidéo de façon de gérer justement et d'optimiser nos déchets et la préservation de l'environnement dans le secteur du soin. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Très bien. Oui, très bien. Voilà, donc je suis à Tarbes, je crois que là la vidéo s'est lancée, j'ai déjà un petit peu de retard, je parle en direct. Voilà, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'au bloc opératoire, une prothèse totale de genou, ça génère 11,5 kg de déchets. On fait un métier formidable, mais on produit du déchet. Donc c'est présenter un petit peu les choses une fois qu'on nous a mis l'électricité, qu'est-ce qu'en tant qu'acteur du soin on peut mettre en place, hein. Vous voyez, en France, les établissements de soins sont responsables de 700 000 tonnes de déchets. Aux États-Unis, c'est plus de 8% de la production nationale de gaz à effet de serre. On les rattrape, on est à 7%. Donc en France, ce sont les anesthésistes qui, les premiers, ont commencé à faire un effort et mis en place le concept Green Block. Les choses évoluent. On sait que le changement climatique est en place. Ceux qui s'y intéressent et veulent un peu bachoter, moi, je vous encourage à lire la bande dessinée de Jean-Marc Jancovici. Et donc, à un moment, moi et plusieurs collègues, on se pose la question, dans notre activité de chirurgie orthopédique, de commencer à en avoir marre de jeter des centaines et des milliers de tournevis à usage unique pour mettre des vis et des encres de réparation d'épaule, juste parce que la législation nous l'obligeait. Et on a voulu avoir un regard un peu différent et se dire, bon, ben, les partenaires industriels font des choix et des décisions pour nous. Nous, on voudrait un peu influer là-dessus et on a inventé quelque chose qu'on appelle le Green Shoulder Circle. Donc, il y a 4 piliers. Le premier, voilà, c'est qu'est-ce qu'au bloc opératoire, on peut faire
pour réduire l'impact carbone. Donc ça, les médecins anesthésistes ont beaucoup travaillé là-dessus. Il y a des discussions entre tenue papier et tenue coton. C'est vrai que du réutilisable, finalement, a une empreinte carbone plus faible. Il faut faire la chasse au kit à usage unique. Par exemple, moi, sur des activités chirurgicales, j'ai ressorti de vieilles boîtes des canules métalliques pour éviter d'utiliser des canules plastiques. Faire la chasse aux bistouris à usage unique, utiliser des lames réutilisables. Faire la chasse aux instruments, à contrario, qui sont dans des boîtes et des ancillaires qu'on n'utilise jamais. Faire en sorte aussi, pour limiter les impacts carbone, de un petit peu checker ce qu'on fait au décours d'une chirurgie et de dire, je ne vais ouvrir une boîte que au moment où je suis certain et que j'ai la certitude et la pertinence d'en avoir besoin pour réaliser un geste opératoire. Et ceci aide aussi, quand on a des stérilisations externalisées, les choses. Même dans les techniques opératoires, là, bon, pour ceux qui sont orthopédistes, il y a la grande mode des butées à ciel ouvert ou sous arthroscopie. Ben, ça a un coût, vous voyez, de 1 à 10 et un impact carbone également de 1 à 10. Donc, les chirurgies arthroscopiques, ça consomme énormément d'eau. Et c'est vrai que classiquement, ben, on récupère ça dans des collecteurs qui sont faussement assimilés déchets à risque infectieux et qui partent incinérés. Et ça, c'est une hérésie. Et il est vrai que nous, dans notre établissement, on a pu mettre en place un partenariat avec un collecteur de fluide, c'est-à-dire que toute l'eau utilisée au décours des interventions est collectée dans la machine à gauche que vous voyez. Ça limite énormément les contraintes pour le personnel soignant en salle, parce qu'au lieu de reconnecter tous les 3 litres, là, on a 25 litres de machine, et là, ça vient se clipser un collecteur d'eau qui fait que ça part dans les canalisations communes, parce que désormais, toutes les sociétés d'hygiène hospitalière considèrent que ce n'est plus un déchet à risque infectieux. Donc ça, c'est ma petite salle opératoire que j'ai tatouée avec mon logo pour montrer voilà, ce qu'on a mis en place devant chaque salle de bloc opératoire. Vous voyez, tous les fils de bistouri électrique utilisés sont coupés. Pour information, quand on fait une prothèse et qu'on utilise un bistouri électrique, chez moi, il mesure 4 mètres. 4 mètres de fil jetés par chirurgie. Là, vous avez, quand on est un bon élève, au bout d'une année, ce qu'on arrive à trier. Donc tout ça a pu avancer quand on est arrivé, moi, dans mon établissement, à mettre en place une commission de développement durable entre chirurgiens, cellules qualité et personnel soignant pour se regrouper autour d'une place, trier les idées et dire comment on peut faire pour revaloriser. Là, vous voyez, ça, c'est des poches papier qui ont d'emballage. On s'est dit, bon, il faut donner une deuxième vie à tout ça. Donc, tout ça sont les bonnes idées qui ont émané de notre commission de développement durable. Après, pour parler un peu plus, de manière plus pertinente dans le soin, voilà, cette phrase, le déchet le plus facile à revaloriser, c'est celui qu'on ne produit pas. Ça, c'est à la fin d'une journée opératoire. Vous voyez, tous ces tournevis qui ont servi à positionner des encres de réparation de coiffe, ils finissent à la poubelle. Et ça, ce n'est pas normal. Alors, avant qu'il y ait un bras de levier, qu'on arrive à changer la législation, il faut voir comment on peut travailler sur de l'instrumentation réutilisable. Ça existe au genou et ça n'existe pas à l'épaule. Et on repose la question industrielle, pourquoi? Et en fait, il y a très très peu de laboratoires et de distributeurs qui vont proposer une instrumentation réutilisable. 50% de l'empreinte carbone d'un DMI, c'est son transport. Après, voilà, il y avait les points éthiques. Et dernier point, parler de chirurgie sur mesure, c'est-à-dire ce qui va dans le sens de l'économie d'un établissement va dans le sens d'un geste éco-vertueux en essayant de diminuer le nombre d'implants qu'on est amené à mettre. C'est-à-dire, juste pour synthétiser, j'ai un petit peu dépassé le temps de la vidéo, mais si on considère dans une réparation de coiffe des rotateurs, par exemple, que ce que l'on veut, c'est la meilleure cicatrisation tendineuse pour un patient, je pense que désormais, en 2023, on doit se poser la question de quel choix thérapeutique je vais faire dans les différentes options chirurgicales et choisir celle à bénéfice médical rendu identique qui aura un impact carbone le plus faible. Voilà, merci pour votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières. Hop. Oui, alors dans les cabinets de soins, cela peut aussi se mettre en place. C'est-à-dire, le bloc est le plus gros producteur de déchets, hein, c'est un exemple absolu, mais dans les cabinets de soins, et nous, à la consultation, on a essayé de
d'essayer de retransposer ce qu'on fait quand on est bon élève à domicile dans le tri des déchets, de le faire aussi dans les cabinets de soins. Déjà, si on commence avec tous les plastiques, les cartons, le papier, on a mis en place nous, un partenariat avec, je crois que c'est la Poste qui nous a mis à disposition des recycleurs de papier pour tout ce qui est courrier papier avec des informations médicales confidentielles qu'on ne peut plus mettre dans les broyeuses. Et donc, on a une filière d'aval qui a été mise en place et qui nous permet de gérer ça. Avez-vous d'autres questions? Oui. Alors, je vous remercie, docteur Martinel, pour cette présentation très captivante et ludique, et bravo pour votre action. C'est très encourageant. Ben, il faut vouloir pour avancer. Ah, ben, bien sûr. Alors, nous arrivons au terme de notre session aujourd'hui. Je remercie tous les intervenants de ce soir pour ces présentations très intéressantes et enrichissantes. Si vous avez d'autres questions, par exemple, au sujet de cette présentation, vous pouvez toujours les poser via notre adresse mail jeune médecin que vous connaissez déjà. Je remercie à nouveau tous Elsan en premier lieu de nous accueillir pour ce soir. Et je remercie à nouveau tous nos partenaires pour l'organisation des semaines de l'installation, Stan, Compta Santé, le Crédit Agricole et Elsan. Nous allons nous retrouver donc pour la dernière session des semaines de l'installation jeudi prochain sur les démarches à effectuer pour l'installation en libéral. Je vous attends très nombreux pour cette dernière session et nous reproduirons bien évidemment les semaines de l'installation les années à venir. N'hésitez pas à faire remonter des points sur lesquels vous voulez qu'on se penche pour les années à venir. Et je vous remercie tous de vous être connectés pour ce soir et d'avoir suivi cette session que nous avons eu plaisir à vous présenter.